Salut, je m'appelle Marianne Gilbert puis je suis sexologue pour l'organisme Les Trois Sexes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques astuces et trucs pour aider les adolescents puis les jeunes hommes de votre entourage à ne pas adhérer aux propos de la manosphère. Besoin d'un petit recap sur c'est quoi la manosphère? En gros, c'est des hommes qui se regroupent, généralement en ligne, pour parler sexisme et misogynie. OK, j'exagère, mais c'est pas loin de la réalité. En gros, c'est des places, généralement des forums, où ils vont aller parler de leurs défis puis difficultés en tant qu'hommes, mais qui, malheureusement, se retrouvent souvent être des espaces où ils vont parler sexisme et misogynie. On va retrouver 4 grandes catégories dans la manosphère. Donc, on va avoir d'abord les pick-up artists, qui sont les hommes qui vont se regrouper, qui vont utiliser la flatterie, la manipulation pour trouver des conquêtes, accéder à des relations amoureuses ou sexuelles. On va avoir les men's rights activists qui, eux, vont aller dénoncer, en fait, ce qu'ils vont dire être des injustices sociales face aux hommes. Donc, par exemple, la perte de la garde des enfants. On a les incels, ou les célibataires involontaires, qui sont composés majoritairement d'adolescents ou de jeunes hommes, puis qui vont, en fait, dire avoir de la difficulté, vont avoir une perception qu'ils ont de la difficulté à accéder à des relations amoureuses ou sexuelles. Puis, finalement, on a les men's going their own way, qui vont revendiquer leur indépendance des femmes, qui vont critiquer une société qu'ils vont considérer comme gynocentrée, puis qui vont vouloir se retirer, finalement, de cette société-là. Ils vont dire que le féminisme cherche à mettre les femmes sur un piédestal, à assurer la supériorité des femmes. Pour en savoir plus, il y a un documentaire qui s'appelle Bitch, une incursion dans la manosphère qui est disponible sur YouTube, ou sinon, il y a le rapport de recherche qui a été fait par les Trois Sexes, dont le lien est en bio. Ce qui se passe puis se dit dans la manosphère peut avoir des menaces réelles, que ça continue d'être dans l'espace web ou que ça se transforme, en fait, ou que ça se déplace dans l'univers physique. Des violences en ligne, on va appeler ça des cyberviolences. Puis, elles peuvent prendre plusieurs formes, que ça soit, par exemple, du cyberharcèlement ou un partage non consensuel d'images intimes. Dans cette vidéo, on va parler de 4 grandes thématiques: les stéréotypes, les habiletés émotionnelles, les habiletés relationnelles, puis l'altération numérique. Ces 4 thématiques ont été choisies, en fait, parce qu'elles ont un effet en promotion des relations saines, afin d'agir avant que les cyberviolences soient commises. Bref, on travaille en amont pour augmenter les facteurs de protection face à la manosphère. Pour commencer, c'est quoi un stéréotype? C'est une idée préconçue qui va être fondée sur certaines caractéristiques que les gens ne contrôlent généralement pas. Donc, on va penser le genre, la couleur de la peau, la religion, l'orientation sexuelle, la santé, le poids, etc. L'affaire, c'est que c'est normal d'avoir des stéréotypes. C'est notre cerveau qui va comme créer des petites boîtes pour nous aider à mieux comprendre le monde. Sauf que ces petites boîtes-là, ben, elles sont limitantes. Elles vont faire des généralisations qui sont grossières, qui sont réductrices. Puis, bref, à mettre tout le monde avec la même caractéristique dans la même boîte, alors que, évidemment, on est tous des individus à part entière. Bon. Là, mettons, on sait qu'on a des stéréotypes, mais qu'est-ce qu'on fait, finalement, concrètement pour combattre ça? Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes autour de nous n'adhèrent pas à ces stéréotypes-là également? La première étape, c'est un peu plate. Il faut faire un travail d'introspection. Puis pour que ça marche pour vrai, bien évidemment, il faut vraiment faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Il faut vraiment prendre le temps de bien le faire, de le faire tranquillement. Je sais qu'on pense comme tous qu'on n'a pas de préjugés, mais malheureusement, c'est pas vrai. J'en ai, vous en avez. Il faut juste qu'on travaille là-dessus. Puis le plus important, évidemment, c'est de pas agir sur ces stéréotypes-là. Pour faire de l'introspection, on peut se poser des questions. En fait, ça va être une bonne première étape. Du genre, OK, est-ce que j'ai l'impression que certaines personnes sont plus habilitées que d'autres à faire de la politique? Pourquoi je pense ça? Est-ce que je crois que les codes vestimentaires sont équitables, égalitaires pour les garçons puis pour les filles? Est-ce que je pense que certains jeux sont pour les garçons, d'autres pour les filles? Pourquoi je pense ça? Ça me vient d'où, cette idée-là? C'est le genre de questions qu'on peut avoir pour s'aider à comprendre d'où viennent nos stéréotypes puis dans quoi ils sont ancrés. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier d'être honnête avec nous pendant tout le processus. Fait que là, maintenant qu'on s'est posé ces questions-là, ben, il faut continuer. C'est une histoire d'une vie, on s'en sort jamais. Les stéréotypes, il faut toujours travailler là-dessus. Mais ce qui va se produire, ça va être une espèce de nouveau phénomène, en fait, où on va avoir peut-être une idée basée sur un stéréotype qui va nous popper dans la tête. Puis là, soudainement, on va vivre du malaise parce qu'on peut pas croire qu'on a vécu ça, qu'on a pensé ça, en fait. Puis c'est pas grave, c'est pas grave. Comme je dis, ça fait partie de la vie. On va toujours avoir ces idées, ces pensées intrusives-là qui vont rentrer. Mais ce qui est important, c'est la deuxième pensée, c'est celle où on se dit « Ah, ouais, je peux pas croire que j'ai pensé ça. En plus, je le sais que ça n'a même pas rapport. » Ça, c'est important. Puis en fait, d'avoir cette réflexion-là, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien parce que votre cerveau continue de les faire les raccourcis, c'est normal, mais vous êtes en train de faire le travail, vous êtes en train de les combattre. Une autre chose qui peut être importante pour nous aider à combattre les stéréotypes, ça va être d'attiser notre curiosité, même notre empathie. Puis il y a plusieurs façons dont on peut faire ça. Par exemple, regarder des films, des séries, lire des livres, des essais, des biographies, peu importe, avec des personnages dont le vécu est différent
différent du nôtre. Suivre sur les réseaux sociaux des personnes qui sont différentes de nous, grosses racisées, avec un parcours migratoire. Participer à des activités bénévoles où on va être en contact avec des gens qui ont des contextes, des vécus qui sont différents du nôtre. Voyager. Puis, bon, si on revient aux stéréotypes en soi, il y en a qui sont vraiment dommageables puis qui peuvent vraiment avoir un impact direct sur les cyberviolences envers les filles, les femmes puis les personnes LGBTQ+. Et je pense ici notamment au rôle traditionnel de genre, la hiérarchie des genres puis la culture du viol. Les rôles traditionnels de genre vont dicter, en fait, ce que les gens peuvent faire ou pas selon leur genre. Puis ça va mettre de la pression sur certains hommes à répondre à certaines caractéristiques comme d'être fort, d'être agressif, d'être pourvoyeur. Mais ça vient aussi avec cette idée de vouloir rejeter la féminité ou même tout ce qui peut être associé à la féminité. Puis là, ben ça, évidemment, ça a un impact direct sur les filles, les femmes puis les personnes LGBTQ+. Ensuite, on a le mythe de la hiérarchie des genres, hein, donc simplement que les hommes ont un statut social supérieur à celui des filles, des femmes et des personnes LGBTQ+, ce qui contribue à leur dévalorisation puis à l'hostilité envers ces personnes. Puis, finalement, la culture du viol. On en entend de plus en plus parler, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par culture du viol? Comme vous le voyez à l'écran avec la pyramide de la culture du viol, ça veut dire beaucoup de choses. Mais spécifiquement, si on regarde la base de la pyramide, c'est des comportements qui vont être souvent banalisés. Hein. Qu'on pense, par exemple, à des blagues, qu'on pense simplement à la blague du savon en prison. Le genre de commentaires ou de discussions qu'il peut y avoir dans un vestiaire, le harcèlement de rue, etc. Mais ces comportements vont contribuer directement à la banalisation des violences à caractère sexuel. La définition complète de la culture du viol dit que c'est l'ensemble des croyances, des attitudes et des comportements qui banalisent, excusent ou tolèrent les violences à caractère sexuel. Elle contribue à déresponsabiliser les auteurs de cyberviolences et à minimiser les préjudices subis par les victimes. Bien gérer ses émotions, c'est apprendre à les accepter, à les accueillir, puis à vivre avec, puis à les comprendre. Il faut surtout pas les refouler. Il faut pas faire cette erreur-là. Puis comment on apprend ça à un ado? Bien, la première chose, évidemment, c'est idéalement de montrer l'exemple, mais aussi, en fait, de pouvoir les accueillir quand ils viennent vers nous avec des questions, avec des situations. Fait que, première chose qu'on peut faire, c'est leur montrer une roue des émotions. Puis là, ça va aider, en fait, à identifier quelles émotions, parce que souvent, même si on pense qu'on vit une certaine émotion, mais ça peut en cacher une autre. Par exemple, la colère peut souvent cacher de la tristesse, de la honte ou toute autre émotion. Puis l'autre élément hyper important, c'est notre attitude en tant qu'adulte. Comment nous, on les accueille quand ils viennent vers nous, ces ados-là. D'une part, oui, il faut montrer l'exemple, mais aussi, il y a certains principes à suivre qui vont nous aider dans cet accueil-là, dans cet accompagnement-là des émotions des adolescents. Pour commencer, on ne minimise pas, on ridiculise pas l'émotion qui est exprimée, on la valide, on reconnaît qu'elle est réelle pour l'adolescent, puis on s'assure, en fait, qu'il peut la ressentir sans jugement. Ensuite, on va écouter avec attention et intention. Donc, c'est important de laisser des moments de silence, de lui laisser prendre le temps de dire ce qu'il a à dire, puis de pas interrompre. On va le remercier pour la confiance qu'il nous porte en nous exprimant ces émotions-là, en nous faisant confiance. On peut aussi prendre le temps de l'aider à faire la part des choses entre ce sur quoi il y a du contrôle, puis où les choses sont pas entre ses mains. Puis aussi, de poser la question de voir, est-ce qu'en ce moment, il y a juste besoin de s'exprimer, de ventiler, ou il y a besoin qu'on cherche des solutions avec lui. Aussi, c'est important de ne pas attendre un moment haut en émotion pour avoir ces conversations-là. C'est vraiment une bonne pratique de les pratiquer au quotidien. Qu'est-ce que tu as aimé de ta semaine? Qu'est-ce que tu appréhendes de la semaine prochaine? Y a-t-il un moment de ta semaine qui t'a plus plu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'énerve en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace dont tu aimerais parler? Est-ce que tu as une petite victoire que tu aimerais partager avec moi de ta semaine? Etc. Par contre, c'est important que si le jeune passe à travers une situation qui est particulièrement difficile en ce moment, il ne faut pas hésiter de poser des questions qui sont directement liées à cet événement-là. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il faut y aller direct. Puis si vous pensez qu'il y a des risques que ce jeune-là pense au suicide, demandez-lui directement. Il ne faut vraiment, vraiment pas tourner autour du pot. Il y a le Centre de prévention du suicide à Montréal qui va se faire un grand plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à leur faire appel. Ensuite, les habiletés sociales. Écoutez, c'est pas facile, hein? On a tout le nez dans notre selle, on s'est fait rentrer dedans par la pandémie, on a besoin de pratiquer. On a besoin de réapprendre comment faire, parce que des habiletés sociales, ça se pratique. Et donc, ça nous demande de se mettre dans des situations où on a à les pratiquer, donc ces échanges-là dans un milieu physique. OK, mais là, je vous entends me demander, OK, mais pourquoi on parle de ça dans une vidéo qui est supposée expliquer comment ne pas faire pour que les garçons soient attirés par la manosphère? C'est quoi le rapport? La réponse, c'est
L'isolement social. Les jeunes qui se sentent seuls et rejetés ont plus de chances de se tourner vers le web pour aller chercher, en fait, cette connexion sociale. Puis, malheureusement, c'est sûr qu'il y a plus de risques qu'ils fassent face à des propos sexistes, transphobes, homophobes, racistes. Puis bien que des activités hors ligne ne vont pas tout régler, c'est sûr que d'avoir des contacts, de parler avec des personnes en chair et en os qui sont différents d'eux, du moins un peu, va quand même aider à travailler leur empathie. Bref, si on revient à nos moutons, en fait, c'est de les encourager à avoir des passe-temps hors ligne. Puis là, comment on fait ça? Ça peut être de les encourager à aller passer du temps dans la zone jeunesse du YMCA, d'aller dans une maison de jeunes, de s'inscrire à un cours au centre communautaire du quartier. Il y a plein de façons. Mais l'important, c'est qu'il y ait des contacts avec des personnes et que ce contact-là ne se fasse pas à travers un écran. Puis aussi, en tant qu'adulte, notre responsabilité, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Leur demander qu'est-ce qu'ils aiment, de leur demander de nous montrer comment faire, faut être là. Puis pour ce qui est de notre relation avec notre téléphone, c'est sûr que la première étape, c'est de montrer l'exemple. Puis là, je vous entends, « Ah non, mais moi, je suis pas accro à mon sel, là, ça va vraiment bien. » T'es-tu sûr de ça? T'es-tu sûr de ça? Moi, je vous encourage tous à aller faire un petit tour dans les paramètres de temps d'utilisation d'écran de votre téléphone. C'est toujours un petit peu plus surprenant qu'on le pense. Puis là, oups, c'est effectivement plus que vous pensiez. Il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut mettre en place, en fait, pour nous aider à avoir une relation plus saine avec notre téléphone. On peut mettre une limite de temps sur certaines applications. Donc, par exemple, on peut se dire, ah non, TikTok, c'est 30, 45, 60 minutes par jour max. On peut personnaliser le mode nuit pour que certaines applications ne soient plus disponibles après une certaine heure. Par exemple, moi, les apps de nouvelles après 21h30, c'est non. Je veux pas savoir. On peut basculer l'affichage en noir et blanc pour que le téléphone soit moins attrayant, le laisser dans une autre pièce pendant quelques heures, de prévoir des moments sans téléphone à la maison, par exemple pendant le souper ou pendant une soirée de jeux de société. Pour terminer, on va faire un petit peu de littératie numérique parce qu'il faut vraiment pas croire tout ce qu'il y a sur Internet. La littératie numérique, c'est la capacité d'utiliser et de comprendre toute forme de médias de manière critique et responsable. On est bombardé d'informations tous les jours. Comme tout le monde peut être créateur, créatrice de contenu, ça devient vraiment difficile de savoir qui dit quoi, qui dit la vérité. Et même si quelqu'un a finalement les compétences ou les connaissances pour s'exprimer sur ce sujet-là. Fait que comment on fait pour savoir si c'est fiable? Il y a quelques petits trucs quand même qu'on peut regarder. Est-ce qu'il y a une présence de sources fiables? Est-ce qu'il y a une date de création du contenu? Est-ce que la personne établit son titre professionnel? Par exemple, moi, au début de la vidéo, j'ai dit que je suis sexologue. Est-ce que la personne parle de sa formation ou de ses compétences? Puis, est-ce que l'intention derrière le contenu est nommée? Est-ce que c'est du partage d'informations, du partage d'opinions? Est-ce que c'est un témoignage? Puis ensuite, si on n'est toujours pas sûr, on va aller faire un petit tour sur Google pour savoir qui a publié ça en premier, ça vient d'où, c'est quoi l'origine de l'histoire. Fait que, par exemple, si vous vous rendez compte que la première fois que l'image a été publiée, c'était sur un site de nouvelles satiriques, là, on sait que c'est faux. Pour voir cette technique en action, je vous invite à aller voir le projet Réseau Vérifado de Habilo Media. Si on est plus dans l'actualité, vous pouvez aussi aller consulter des vérificateurs de faits comme Snopes, les décrypteurs de Radio-Canada, l'agence France-Presse aussi en a un. Donc, il y en a plusieurs quand même que vous pouvez aller consulter. Puis surtout, méfiez-vous du contenu peu nuancé ou en émotion qui nous fait réagir puis qui affirme des choses surprenantes avec autorité. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est complexe. Il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler pour aider les adolescents puis les jeunes hommes à pas adhérer aux propos de la manosphère. Tout ce qui a été abordé dans cette vidéo provient des recherches que nous avons faites dans le cadre du projet Cyberhéros de Les Trois Sexes. Vous pouvez aller lire notre rapport complet sur le sujet ainsi que télécharger le guide pédagogique qui aborde encore plus en détail les thématiques de cette vidéo. Merci et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux.